Tu es à 108 mètres sous la mer de Barents. Il fait noir. L'eau est à 2 degrés. Et tu frappes sur la coque avec une clé à molette en espérant que quelqu'un au-dessus entende. Ils entendent. Ils ne viennent pas assez vite. C'est l'histoire du sous-marin nucléaire Kursk avec 118 hommes à bord. Et maintenant, cette histoire, c'est la tienne. Le 10 août 2000, tu dis au revoir à Olga sur le quai de Vidyayevo, comme les autres fois. Elle a gardé ta main une seconde de plus. Tu n'y as pas pensé sur le moment, tu y penses maintenant. Tu as 27 ans. Tu t'appelles Dimitri. Tu es capitaine-lieutenant responsable des turbines sur le K-141 Kursk. Tu as embarqué sur ce sous-marin il y a 3 ans. Tu connais chaque bruit qu'il fait, chaque vibration normale, chaque anomalie qui mérite attention. C'est ce qu'on t'a appris. Écoutez. Le K-141 Kursk, mis en service en 1994. Sous-marin nucléaire lance-missile de croisière, 154 mètres de long, 18 000 tonnes. Double coque en acier enrichi en nickel et en chrome, conçu pour résister à une torpille directe. Les ingénieurs qui l'ont construit disaient qu'il était incoulable. Ce mot va les hanter. 9 compartiments à l'intérieur. Le premier à l'avant, les torpilles. Les compartiments 2, 3, 4, le commandement. Les compartiments 5 et 6, les réacteurs nucléaires. Les compartiments 7, 8, 9, la section arrière. Le 9e compartiment est le compartiment refuge, celui où on va si tout le reste s'effondre. Tu espères ne jamais avoir à l'utiliser. Direction la mer de Barents, 118 hommes à bord. L'exercice s'appelle Zapad 2000, le premier grand exercice naval russe depuis l'effondrement de l'Union soviétique. 30 navires de surface, 3 sous-marins, la flotte du Nord au complet. Le nouveau président, Vladimir Poutine, veut montrer au monde que la Russie est de retour, que sa marine est opérationnelle, que les années de délabrement des années 90 sont derrière. Cet exercice est sa vitrine, tu le sais. Tout l'équipage le sait. Il y a une pression supplémentaire dans les couloirs ce matin-là, une envie de bien faire qui dépasse la routine. Certains ont leur famille qui regarde des nouvelles. Il y a des enfants qui grandissent dans des appartements à Sévéromorsk. Il y a des femmes qui attendent. Pour eux aussi, vous voulez que cet exercice se passe bien. Le matin du 12 août, la météo est bonne. Mer de Barents calme. Température extérieure, 3 degrés. Les exercices se déroulent selon le plan. À 11h, l'ordre arrive. Préparez le tir d'une torpille d'exercice. La torpille s'appelle type 65-76A. Propulsion au kérosène et à l'eau oxygénée concentrée. Ce carburant est instable. Les mariniers américains ont abandonné ce type de propulsion depuis des années. La marine russe l'utilise encore, parce que le budget n'a pas suivi. Parce que les années 90 ont tout détruit. Tu ne sais pas ça encore. À 11h25, tu es dans le compartiment 8. Tu vérifies les systèmes de turbine comme tu le fais depuis 3 ans. Tout est normal. Dans 2 minutes et demie, rien ne sera plus normal. Tu ne l'entends pas, tu la ressens. Quelque chose dans le sol du sous-marin. Un mouvement qui n'est pas un mouvement de mer. Bref, violent, pas normal. Tu lèves les yeux. Les autres dans le compartiment font la même chose. Personne ne dit rien pendant 2 secondes. Quelque chose vient de se passer à l'avant, dans le compartiment des torpilles, à 150 mètres de toi. Tu ne sais pas encore quoi. Tu sais juste que ça ne ressemble à rien de ce que tu as entendu en 3 ans de service. Dans le compartiment 3, le commandant Gennady Lyachin n'a pas eu le temps de comprendre. Dans les 2 minutes qui suivent, il n'a pas lancé de signal de détresse. Personne n'a largué la balise automatique. Ils avaient désarmé le dispositif après un incident en Méditerranée l'été précédent. Pour ne pas révéler leur position à la flotte américaine, une précaution de routine, qui ce matin change tout. 135 secondes après la première. Tu ne peux pas décrire ce qui se passe dans ces 135 secondes. Le sous-marin s'est incliné. Pas beaucoup. Assez pour que tout ce qui n'est pas fixé glisse. Des alarmes quelque part à l'avant. Des voix dans les couloirs. Des ordres, des noms appelés. L'odeur de quelque chose qui brûle venant des compartiments avant. Tu essaies de rejoindre ton poste. Tu croises 2 hommes dans le couloir qui courent dans l'autre sens. Leurs visages te disent ce que les mots ne disent pas encore. 135 secondes. Le temps de comprendre que c'est grave. Pas encore le temps de comprendre à quel point. Puis la deuxième. Elle est d'une puissance différente. Ce n'est plus une anomalie, c'est la fin de quelque chose. Les sismographes en Alaska vont enregistrer. Les sismographes en Alaska.
Tu es dans la mer de Barents et l'Alaska ressent ce qui vient de se passer sous tes pieds, l'équivalent de 5 tonnes de TNT. Le compartiment des torpilles s'est entièrement effondré. L'avant du Kursk n'existe plus. L'eau entre. En 2 minutes 15 secondes, le Kursk touche le fond, 108 mètres. Il s'y enfonce de 2 mètres dans la boue. Dans les compartiments 1 à 5, les 95 autres, personne n'a survécu. Tu es dans le compartiment 8 quand le Kursk touche le fond. Tu es vivant. Tu comprends que les autres à l'arrière sont vivants aussi. Vous êtes 23. 23 hommes dans la section arrière qui ont survécu aux 2 explosions. Vous vous regroupez dans le 9e compartiment. Le compartiment refuge. Celui que vous espériez ne jamais devoir utiliser. Il y a un sas de secours là. Le premier sas, dans le 2e compartiment, est détruit. Ce sas-ci est votre seule sortie. Il fait noir. Pas sombre, noir. Les systèmes électriques ont lâché dans l'impact. Quelqu'un a une lampe torche. Elle ne durera pas longtemps. Tu prends le commandement. Pas parce que tu l'as décidé, parce que tu es le gradé le plus haut encore fonctionnel. Et parce que quelqu'un doit. Vous faites l'inventaire. De l'air pour plusieurs heures. Des cartouches régénératrices d'oxygène en cas d'urgence. Le sas de secours intact, des rations pour quelques jours, de l'eau. Il y a des raisons d'espérer. Vous vous mettez à frapper sur la coque. Fort. Régulièrement. Le signal international de détresse en plongée. 3 coups. Pause. 3 coups. Pause. Quelqu'un au-dessus doit entendre. 10 à 20% de chance. Tu le dis à voix basse. Les hommes autour de toi ne répondent pas. 10 à 20%, c'est mieux que 0. Et vous frappez. Il est 13h15, soit 1h45 après le naufrage. Tu trouves un bout de papier dans ta poche. Et un crayon. Il fait trop noir pour écrire normalement. Alors tu écris au toucher. Tu sens les lettres, sous tes doigts. Tu écris le nom des 23 hommes présents. Tu écris que vous êtes dans le 9e compartiment. Tu écris un message pour Olga. Puis tu retournes le papier et tu écris à nouveau. Il fait trop sombre ici pour écrire, mais je vais essayer au toucher. Il semble qu'il n'y ait pratiquement aucune chance. 10 à 20%. Salut à tous. Pas besoin d'être désespéré. L'écriture est normale sur cette note. Propre. Posée. Un homme qui écrit dans le noir avec 10 à 20% de chance et qui dit à ses proches de ne pas désespérer. Tu ranges le papier dans la poche intérieure de ta combinaison, pas dans une poche extérieure. La poche intérieure. Celle qu'on trouve quand on cherche. Tu sais que quelqu'un va venir. Tu prépares pour qu'il trouve la note. Les heures passent. Tu ne sais pas exactement combien. Il n'y a pas de lumière pour voir une montre. Certains des hommes dorment par épuisement. D'autres restent assis dos à la cloison. Personne ne parle beaucoup. Il y a une économie qui s'installe naturellement dans les mouvements, dans la respiration, dans les mots. Comme si chacun savait instinctivement que l'effort coûte de l'oxygène. Et que l'oxygène est compté. Vous frappez toujours sur la coque. Par intervalle. Pour ne pas s'épuiser. Mais régulièrement. Pour qu'ils sachent que vous êtes là. Ils entendent. Vous ne savez pas ce qu'ils font de ce qu'ils entendent. Tu imagines. C'est tout ce que tu peux faire. Tu imagines qu'en surface, des navires de sauvetage se mettent en route. Tu imagines que les familles ne savent pas encore. Tu imagines Olga qui fait autre chose en ce moment, qui fait des courses, qui lit, qui regarde par une fenêtre. Tu imagines qu'elle ne sait pas. Ce que tu ne peux pas imaginer parce que c'est inimaginable. En surface, la flotte russe a détecté les explosions. Mais l'amiral Popov déclare d'abord qu'il n'y a pas eu d'explosion, que le Kursk est posé intact au fond, qu'une influence externe a peut-être causé une fuite. Le Kremlin est informé 12 heures après le naufrage. Poutine, qui est en vacances, ne sera informé que le lendemain matin, à 7 heures du matin le dimanche. 20 heures après que vous avez touché le fond, les premiers mini-submersibles russes tentent d'atteindre le Kursk. Le premier déclare une situation d'urgence et remonte en surface. Le deuxième et le troisième échouent à créer le vide nécessaire pour ouvrir le sas de secours. L'un d'eux a une fuite et manque de couler lui-même. Les appareils de sauvetage russes n'ont pas été correctement entretenus. Les années 90 ont tout détruit, même les équipements qui devaient vous sauver. La Norvège propose son aide le premier jour. La Grande-Bretagne aussi. La Russie refuse. Pendant 5 jours, la Russie refuse. Parce qu'accepter l'aide, c'est admettre l'échec. Parce que des missiles de croisière à ogive nucléaire sont dans les compartiments du Kursk et la marine ne veut pas que des plongeurs occidentaux les voient. Pendant 5 jours. Vous frappez sur la coque, ils entendent. Le 16 août, la Russie accepte l'aide norvégienne et britannique. Le 21 août, des plongeurs norvégiens arrivent sur le site.
Ils ouvrent le sas de secours en quelques minutes. Ce que les équipes russes n'avaient pas réussi à faire en 7 jours, les Norvégiens le font en quelques minutes. Le 9e compartiment est entièrement inondé. Les enquêteurs ont reconstitué la suite. Plusieurs heures après le naufrage, une cartouche régénératrice d'oxygène a été placée dans l'eau de mer qui entrait dans le compartiment. Ces cartouches réagissent violemment au contact de l'eau. C'est une réaction chimique que tous les sous-mariniers connaissent. Dans des conditions normales, elles sont manipulées avec précaution. Dans l'obscurité totale d'un compartiment qui prend l'eau depuis plusieurs heures, les conditions normales n'existent plus. Une explosion, un incendie instantané. L'oxygène du compartiment consumé en quelques secondes. 23 hommes. Probablement entre 6 et 8 heures après les explosions. Ce que les enquêteurs n'ont pas pu reconstituer, c'est les dernières heures avant ça. Ce que vous vous êtes dit dans le noir, ce que vous avez pensé, si vous avez continué à frapper, si vous avez cessé d'espérer avant la fin, ou si vous espériez encore. Ce qui s'est passé dans le noir restera dans le noir. La note de Dimitri Kolesnikov a été retrouvée dans la poche intérieure de sa combinaison. Il l'avait mise là pour qu'on la trouve. Il savait que quelqu'un viendrait. Il ne savait pas quand. Le 12 août 2000, 11h28, 118 hommes, 23 survivants dans le compartiment 9, plusieurs heures d'attente, 5 jours de refus d'aide. Quelques minutes pour les Norvégiens. La question, qui n'a jamais reçu de réponse officielle honnête, si la Russie avait accepté l'aide norvégienne le premier jour, est-ce que les 23 seraient sortis vivants? Personne ne le sait avec certitude. Ce qu'on sait, c'est que les Norvégiens ont ouvert ce sas en quelques minutes, et que la Russie avait dit qu'il était impossible à ouvrir. La note de Dimitri Kolesnikov a été rendue publique en octobre 2000. Les familles des 118 hommes l'ont lue. Pour beaucoup d'entre elles, c'était la seule chose qui restait de ce qui s'était passé là-bas. 23 noms écrits dans le noir. Un homme qui disait à sa femme de ne pas désespérer. Dimitri Kolesnikov avait 27 ans. Olga l'a lu. Et le monde aussi.